Affida Turner peut-être? Qui? Voilà, tout est là. Ah, je sais pas c'est qui Affida. Ouais, va falloir bosser la mise à jour des personnalités. Ah oui. Parce qu'Affida Turner, je vais te laisser. C'est plus ou moins la Céline Dion, mais pas Céline Dion. Salut, c'est Pablo Mira, l'humoriste, chroniqueur, muse pour certains sculpteurs. Ce que vous voyez là, c'est mon incroyable format dans lequel je reçois une invitée, un invité et avec qui je reviens sur son quotidien. Qu'est-ce que c'est qu'une journée type, du réveil au coucher? Ça commence tout de suite et ça s'appelle ton quotidien. Merde, j'ai pas eu. C'était un fa dièse. C'est vrai? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Attends, Wow. est-ce que t'as l'oreille absolue ou pas Non, du tout? zéro. Et à ce qui paraît, tout le monde peut l'avoir et ça se travaille un peu. C'est pas genre le don qui se perd au fil des années, mais apparemment ça se travaille. Je crois que ça se travaille, mais surtout quand t'es très jeune, je crois que ça se travaille. Je crois que tu peux donner l'oreille absolue à ton bébé si tu lui... Avec des implants, des hormones... Ah non, tu pardon. lui chances. Oui, exact. Vraiment, avec une puce qui te donnerait vraiment l'oreille absolue. Moi j'avais une question, on va attaquer ce format-là, même si on l'a déjà attaqué, ça rec, on est... Ouais, exact, ça rec en fait. Oui, mais on était là, mais c'était juste, on était parti sur autre chose. Qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui à 11h27 exactement? Alors je faisais une interview pour un journal, et j'étais dans un café et je buvais un cappuccino en faisant mon interview. Ouais, ok. Pourquoi? Non, mais c'est la question que je pose toujours à mes invités. À 11h27. C'est que faisaient les gens à 11h27 aujourd'hui? Toi, qu'est-ce que tu faisais à 11h27? Qu'est-ce que je faisais? Je bossais sur des blagues. J'étais en train de lire 40 pages de blagues. Ouf, c'est dense. Ouais, c'est beaucoup. Après, c'est en Arial 70, donc c'est pas non plus Okay, énormément de vannes. C'est 3 vannes, mais qui sont vraiment... Okay. Je suis techniquement aveugle. Mais non, je lisais des vannes et je c'est ça. Tu faisais une interview. Donne-moi la question qu'on te pose tout le temps et vraiment officiellement t'en as marre d'entendre cette question en interview. En vrai, ok, moi j'en ai marre de le raconter, mais je comprends qu'on me la pose. C'est quoi ton processus d'écriture? Ah merde, c'est ma deuxième question. Mais je vous jure sur la vie de ma mère que c'est ma deuxième question. C'est une hyper bonne question, en vrai. J'ai honte. Charlotte, je suis très très content de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu connais le format, le concept du format? Oui, j'ai vu. À ta potasse, c'est ta révisé. Ouais, on a bossé un petit peu. Donc l'idée c'est de revenir sur en gros une journée type du réveil au coucher. Et d'abord, première question, quel type de journée tu préfères globalement dans ta vie? Des journées de studio, des journées de scène, de vacances, de chômage? Qu'est-ce que tu préfères? Mais c'est dur en fait, c'est dur pour moi de répondre à cette question-là parce que les journées de show me font vraiment apprécier mes journées de studio. Mes journées de studio me font vraiment apprécier mes journées de congé. Mais ça fonctionne par contraste un peu. Ça fonctionne vraiment par contraste parce que c'est vrai que quand j'entame une tournée, je suis tellement contente de retrouver mon public. Je vis pour ces moments sur scène, mais après 6 mois de tournée où j'ai presque pas vu ma famille, où je suis sur la route, où je dors dans des bus, où je me douche dans des salles de spectacle, j'en peux plus. Alors il y a vraiment comme cet équilibre qui est nécessaire. Mais en ce moment, j'adore mes journées de studio. Je suis en train d'écrire du nouveau matériel doucement comme ça et ça me fait énormément de bien. Le moment de création comme ça, j'adore. Mais il vient d'où vraiment le plaisir, la satisfaction de ces phases de création-là? D'où il vient le plaisir quand on fait de la musique comme ça? Il y a un truc très concret d'accomplissement, de genre, au début de la journée, j'avais quelques idées comme ça, j'ai peut-être rêvé à un truc pendant la nuit, et à la fin de la journée, j'en ai fait une chanson. J'ai fait quelque chose de concret qui n'existait pas au début de la journée. Il y a une création en tout cas. Il y a une création qui est très, très réelle. Ça, pour moi, ça a toujours été quelque chose de... une chose dont je suis fière à la fin de la journée, une excitation aussi. J'ai toujours eu besoin de créer pour me sentir complète et sentir que j'ai ma tête un peu, que j'ai toute ma tête. Et donc, ça me fait beaucoup de bien. Et quand tu fais à l'inverse des journées de scène, est-ce que tu arrives à voir ces moments de scène comme des moments de création ou c'est des moments juste de pure performance et de résonance avec le public et c'est complètement autre chose? C'est complètement autre chose. Pour moi, les moments de scène, c'est vraiment pas des moments de création, mais c'est tout aussi important. C'est des moments de communion avec mon public. C'est vraiment un moment de partage, en fait. Donc, c'est différent et très important pour ça, pour moi, la scène. Et quand tu prépares un concert, tu te dis que les gens, ils doivent ressortir comment de tes concerts? Avec quelle impression, quelle expérience? Tu veux qu'ils aient traversé quoi comme moment? Je veux qu'ils aient traversé plusieurs émotions différentes. Et je veux qu'ils traversent, en fait, les émotions que individuellement, ils ont besoin
de sentir dans le moment. Je pense que la musique, et surtout la musique partagée en contexte live, elle nous permet d'accéder à des places à l'intérieur de nous où on va pas nécessairement dans notre quotidien. J'espère en tout cas que les personnes qui viennent à mon show vivent au moins une belle émotion qu'ils avaient besoin de vivre cette journée-là. J'ai un truc, je voulais te demander ça parce que moi, sur scène, je fais des blagues, donc c'est autre chose. C'est le rire qui va être mon indicateur de est-ce que ça marche ou pas, est-ce qu'on est ensemble ou pas. Est-ce que tu as ça en musique et en chanson? C'est-à-dire que tu as une salle, admettons un zénith, entre 3000 et 15 000 personnes. Les gens viennent tous avec des individualités et puis des journées, du vécu, des expériences séparées. Et malgré tout, sur le moment, ça donne une seule énergie. Et on dit, ce soir, la salle était comme ça, ce soir, la salle était comme ça. T'as ça aussi en ressenti? Ah oui, complètement. Puis il y a des soirées qui sont... Tu peux avoir une tournée avec des soirées complètement différentes pour plein de raisons. Il y a des soirées qui sont vraiment plus posées, des soirées qui sont plus... euphoriques plus effervescentes, des soirées qui sont un peu plus plates. Genre, il y a vraiment de tout dans une tournée. C'est le spectacle vivant par définition, tu vois, c'est que c'est sur le moment, on sait pas ce que ça va donner, au fait, c'est là, et c'est différent. On a beau faire la même setlist ou un truc comme ça, et au fait, c'est différent. Et c'est toujours différent. Okay. C'est vrai. Puisqu'on se penche sur tes journées, question simple, ta première préoccupation en général quand tu te réveilles, c'est quoi? Qu'est-ce qui pop un peu dans ta tête? Souvent, c'est si j'ai du lait dans le frigo pour me faire... on est sur de l'alimentaire. On est vraiment sur genre, est-ce que je vais pouvoir avoir mon bon café et bien commencer ma journée? Souvent, c'est ma première réflexion est à propos de mon café des prochaines minutes. Ouais, ok, vraiment, on est sur l'immédiat, le vital. Dans la pyramide de Maslow, on est vraiment en bas. C'est vraiment la base. Il n'y a pas de la communion, les autres, c'est du lait et un café. La première chose que tu vérifies sur ton téléphone au réveil, c'est quoi? C'est des messages de fans, c'est des proches? C'est mes textos. J'ai une famille... je suis rarement à la maison. C'est-à-dire que la maison, maintenant, c'est Paris, mais je suis rarement à Montréal, là où toute ma famille est. Donc, je regarde les textos, puisqu'on a 6 heures de différence, de décalage. Quand je me réveille, j'ai souvent des textos de ma mère, mon père, ma sœur. Donc, je regarde les textos de ma famille, de mes amis, et j'y réponds. Ok. C'est plutôt positif ou négatif, généralement, ces textos? Positif. C'est toujours positif. C'est pas tu te réveilles avec que des soucis Non. C'est vraiment... j'ai la chance d'avoir une très belle famille, très unie. On parle de plein de trucs. On est en constante communication. Il y a des gens, je pense que ça... Beaucoup trop ou pas? Moi, j'aime ça. Moi, ça me plaît, mais il y a des gens que ça rendrait fou, je pense. Mais on a genre 10 groupes de familles différentes. Donc, un groupe de textos avec mes grands-parents, un groupe de textos avec ma soeur. À chaque fois, il y a une personne qui est exclue. J'ai l'impression, c'est ça. Oui, des fois. Des fois. Mais fait que ça fait beaucoup de grands group chats. Mais moi, j'aime ça. Ok. Sur la matinée, on est après le réveil. J'avais une question toute simple. C'était à quelle heure de la matinée tu fais ta prière pour Céline Dion? À quel moment? Première chose. Après le lait, après le café? En même temps. J'adore Céline. Mais à quel point c'est encore aujourd'hui, parce que tu chantais du Céline Dion depuis petite, 8-9 ans, même déjà, peut-être avant. Même avant. Mais à quel point ça a été une référence et dans quelle mesure ça l'est encore aujourd'hui, tu vois? J'aimerais bien juste qu'on se penche là-dessus. C'est-à-dire que Céline a vraiment été ma première influence importante, la première voix qui m'a touchée. Mais là, on parle vraiment de quand j'avais peut-être 2-3 ans. Là. Vraiment, on parle de la première fois que j'ai entendu une musique qui m'a émue ou qui m'a vraiment transportée, que j'ai trouvée belle. C'était le cycle Céline en français ou en anglais? J'ai commencé... Ça a été les deux, en fait. C'était... je pense que le premier album que j'ai beaucoup écouté, c'est Deux de Céline Dion, donc avec Jean-Jacques Goldman. Mais pas longtemps après, il y avait My Heart Will Go On, qui a vraiment été important aussi dans mon enfance. Tu avais acheté un paquebot à l'époque, je crois, pour essayer de reproduire la scène. Oui, exactement. Mais d'ailleurs, le premier concert où je suis allée, c'était le concert de Céline Dion et c'était sa tournée My Heart Will Go On. Ça devait être le feu. C'était fou. J'avais 3 ans et demi. C'est un de mes plus anciens souvenirs. C'est le moment où elle était... Parce qu'ils avaient recréé l'avant du bateau. Elle arrivait dans une longue robe blanche puis elle chantait My Heart Will Go On à l'avant du bateau. C'était incroyable. Et par la suite, j'ai toujours écouté sa musique, mais c'est vrai que maintenant, quand j'entends sa musique, il y a une partie de moi qui l'écoute encore avec mon cœur d'enfant, je pense. Il y a vraiment ce rapport très nostalgique que j'ai à Céline Dion. Et j'ai développé, je pense, énormément de
de respect pour sa façon pour son professionnalisme, pour sa rigueur, c'est vraiment une femme qui a consacré sa vie à son art, à son fanbase, à ses tournées. C'est vraiment, elle a sacrifié énormément pour pouvoir nous donner la musique qu'elle nous a donnée. Et ça, j'ai énormément de respect pour ça. Mais c'est vrai que je pense que quand j'écoute sa musique aujourd'hui, il y a vraiment une part de nostalgie, une part de moi qui résonne avec l'enfant en moi. Ouais, et puis ce coup de foudre artistique que t'as eu à l'époque. Et qu'est-ce qui est venu se rajouter comme grand courant, comme grands artistes ensuite, et qui ont façonné un peu ce que t'es aujourd'hui artistiquement? Il y a vraiment beaucoup d'artistes différents, mais bon, mon enfance a été beaucoup de pop, de grandes voix pop féminines, okay. Donc des Céline Dion, des Beyoncé, okay. Destiny's Child, Britney Spears, un peu pour tout l'univers pop, tout ça, qui a un peu évolué vers... J'ai écouté beaucoup de rock aussi pendant mon enfance. Mon père était un énorme fan de rock'n'roll, donc ça a toujours vraiment fait partie de mon background musical. Ado, j'ai écouté beaucoup de Radiohead, j'ai écouté du jazz, j'ai commencé à écouter des trucs différents, mais toujours en écoutant principalement de la pop, mais aussi des trucs un peu plus sombres. J'ai comme eu des moments où j'écoutais des trucs un peu plus nostalgiques, un peu plus dark, qui me faisaient vivre plein de trucs. Portishead, Radiohead, tous les heads finalement. Dans tes matinées, on revient sur la matinée, est-ce que tu as une chanson qui te met de bonne humeur, qui te donne l'énergie, peu importe l'état dans lequel tu étais avant? Est-ce qu'il y a une chanson que tu écoutes pour te mettre bien? Il y a une chanson que j'adore depuis quelques années qui s'appelle Stockholmsy. Stockholmsy, c'est comme Stockholm. Ouais, ok. Mais... genre V-S-Y. V-S-Y, ouais, un truc un peu russe. Un truc qui respire la Russie à la fin. Ouais. Un petit peu, exactement. Et c'est juste la meilleure vibe. Genre en voiture ou dans le train ou... en train de faire les impôts. En train de faire les impôts, dans un petit dîner entre amis. C'est juste la meilleure vibe tout le temps. Et ça, tu peux ne pas t'en lasser jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Ok. Juste une bonne vibe. On va passer à une séquence suivante que j'aime bien. C'est tout simple. C'est des dilemmes entre des choses qu'il y a dans ton quotidien et tu vas devoir choisir. Et je te demande une chose, c'est de pas trop réfléchir. Est-ce que tu préfères le matin ou le soir? Matin. Ok. Le thé ou le café? Café. Ok. Oh my God, café. Le français ou l'anglais pour l'écriture? Le français. Merci. J'écris plus en anglais. Mais je me sens plus proche de mon écriture en français. Et en ce moment, c'est ce que j'ai envie d'explorer. Est-ce qu'on préfère le jazz ou la pop? Pop. Ok. Est-ce qu'on préfère Montréal ou Paris? Montréal. Allez, le podcast, couper ça, c'est fini. Moi, c'est fini. Bosser avec ce genre de personnes qui sont racistes, au fait, tout simplement. Est-ce qu'on préfère écrire quand on est triste ou quand on est heureuse? Heureuse. Ok. Ouais. Est-ce que ça, c'est un truc qui a changé un petit peu? C'est-à-dire que sur ton album actuel et puis celui d'avant, Phoenix, il y avait une fibre un peu... nostalgique, Je sais pas si c'est mélancolique, nostalgique ou un truc plus vague de spleen global et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc plus positif qui est en train de se dégager. Est-ce que je me gourre complètement ou pas? Ben non, t'as en partie raison, mais c'est vrai que en fait, mes chansons, même les plus tristes, j'arrive à les écrire quand je suis dans un headspace qui est assez positif parce que j'arrive à avoir du recul sur certaines situations qui ont peut-être été plus lourdes, plus difficiles, et j'arrive à en faire quelque chose qui est plus sincère que si je suis en train de moi-même essayer de comprendre l'émotion que je suis en train de vivre et qui me submerge. Ça t'est jamais arrivé de sortir un excellent morceau en étant dans un mood et un état d'esprit vraiment pas bien? Oui. Okay. Oui, ça m'est arrivé. J'ai sorti une chanson l'an dernier qui s'appelle Lonely with Our Love, qui est vraiment une chanson très, très intime où je traversais vraiment quelque chose de difficile dans ma vie, mais c'est rare que ces chansons-là, j'arrive à les cueillir à un moment où je suis moi-même un peu prise. Est-ce que tu préfères composer sur piano ou guitare? Piano, j'ai plus de facilité. Est-ce que tu peux faire une journée sans téléphone ou une journée sans musique? Je préfère une journée sans téléphone. Est-ce que tu préfères, et là ça va te faire très mal, ça va te faire très très mal, je suis désolé. Est-ce qu'on préfère Phoenix ou 99 Nights? Je vais dire Phoenix parce que c'est mon premier album. Fait qu'il y a quelque chose de très... presse n'est pas du tout contente, c'est un drame. Hein. Non, mais je pense que juste symboliquement, le premier album, même si je trouve que mon album 99 Nights est meilleur, je
Je pense que Phoenix aura toujours dans mon cœur cette place de mon premier album. Il a pris 4 ans à écrire cet album. Il a été vraiment difficile pour moi à écrire. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Donc, je pense que symboliquement, il y a une place peut-être plus importante dans Qui a ma mis vie. plus de toi, plus d'énergie, Ouais. de temps et tout ça. Pourquoi il a été particulièrement plus long / difficile à produire, le premier? Parce que déjà, il y avait cette pression du premier album, je pense que je me mettais, qui était un peu ce truc sacré et parce que moi, je vivais plein de choses aussi à ce moment-là. J'ai commencé toute une première phase d'écriture où j'ai écrit plein de chansons seule. Puis il y avait un truc qui fonctionnait pas. Je me sentais hyper isolée dans le processus. Et là, on a comme recommencé en se disant, allez, je vais collaborer, je vais m'entourer de personnes. Ça a été comme tout un apprentissage pour moi. En fait, tout ce que j'avais sorti comme musique avant ce premier album-là, c'était un peu l'accumulation de toutes les chansons de ma vie que j'avais écrites depuis que j'étais ado. Alors, j'avais l'habitude de juste d'attendre que l'inspiration me prenne, comme ça, d'écrire une chanson. Puis j'avais l'impression que c'était facile, en fait, d'écrire parce que j'avais jamais eu besoin de le faire activement. Mais de développer une rigueur, de développer un processus artistique, je connaissais pas ça. Et donc, ça, c'est la clé. C'est la clé pour produire mieux, plus vite et de meilleure qualité. Pour moi, en tout cas. Il y a vraiment une partie de... C'est pas que de genre attendre de vivre une expérience et que ça sorte naturellement. Il y a vraiment un truc de genre, on va au studio et on fait des chansons jusqu'à ce qu'on en ait. Et on sort quelque chose de la séance de travail, quoi. Ouais. Que ce soit bon ou mauvais, on fait quelque chose aujourd'hui puis c'était pas quelque chose que je connaissais avant. Est-ce qu'il y a une personne avec qui tu rêves de collaborer, mais presque de l'ordre de l'inatteignable, vraiment? Ouais, je pense que cette personne, c'est Frank Ocean. Pour moi, ce serait genre un artiste avec qui je rêverais de collaborer. J'aime tout son univers, j'aime ses albums, j'aime sa voix, j'aime son songwriting. C'est vraiment un artiste que je trouve hyper complet. Et donc, ce serait mon... Mais vous vous êtes écrit, il y a eu des mails du management qui ont été envoyés? Rien du tout? T'as même pas envoyé un DM sur Insta ou un truc comme ça? Non, j'ai même pas envoyé de DM. Peut-être que je devrais, mais la vérité, c'est que ça fait 10 ans qu'il a sorti son dernier album. Je pense que c'est vraiment... je sais pas ce qu'il fait depuis. Je pense qu'il fait plein de... Du gainage, du sport, peut-être. Peut-être, Je sais pas ce qu'il fait. Il s'est mis au yoga. Mais non, je sais pas. Mais ce serait mon... Le goal, ok. On avance un peu dans la journée. On est sur la phase du déjeuner. Moi, c'est une question où il va falloir te faire plaisir. Je vais te demander de réfléchir à 5 personnalités idéales pour créer un déjeuner de rêve. Alors, il peut y avoir Frank Ocean dedans, si tu veux. 5 personnes, vivantes ou mortes, réelles ou fictives, proches ou inconnues, ce que tu veux. Tu me donnes les 5 personnes avec qui tu pourrais faire un déjeuner de rêve. Alors, Frank Ocean, c'est vraiment très, très bien. Il y aurait ma grand-mère, Liette, qui est décédée il y a quelques années, et elle est... c'est la plus sweet et je voudrais... En fait, la vérité, c'est que si ma grand-mère était à table, je parlerais à personne d'autre. Même à Franck? Peut-être que je l'inclurais dans la conversation, mais ma grand-mère parlait très peu anglais. Alors lui, il faudrait qu'il apprenne un peu le français pour c'est pas gagné. C'est pas dans les infos, j'ai pas vu Franck s'est mis au français. J'ai pas vu cette info. Non, pas encore. Mais peut-être c'est ce qu'il fait depuis 10 ans. Ouais, il apprend et puis il pourrait discuter avec ta grand-mère comme ça. Exactement. Et tout. Non, en vrai... Grand-mère, Franck. Ouais, mon grand-père aussi. Ok, d'accord. On serait sur un truc assez familial. Ouais. Il me manque 2 personnes. Pourquoi pas? Je crois que j'inviterais Céline Dion. Rien que ça, ouais. Ouais, Céline, elle serait définitivement à table. Puis en plus, je sens qu'elle s'entendrait très bien avec ma famille. Donc là, à date, il y a seulement Frank. Qui serait un peu à part. Donc là, je vais peut-être ramener une personnalité qui parle anglais. Comme ça, au moins, eux, ils pourront se parler ensemble. Affida Turner, peut-être? Qui? Voilà, tout est là. Non, j'ai dit Affida Turner. Ah, je sais pas c'est qui Affida. Ouais, va falloir bosser la mise à jour des personnes. Oui. Parce qu'Affida Turner, je vais te laisser. C'est plus ou moins la Céline Dion, mais pas Céline Dion. Je te laisserai regarder. Je peux pas te donner plus d'éléments que ça. C'est une autre proposition artistique qui ressemble pas vraiment à ce que tu fais, mais je te laisserai découvrir. Je vais faire mes recherches. Donc on a Frank Ocean. Frank, Céline, les grands-parents. Les grands-parents et la dernière personne. En fait, c'est sûr, j'invite Alyosha. J'invite mon amoureux. Ok, d'accord. Comme ça, on a un truc familial, mais Franck et Céline sont un peu en dehors de la famvie, mais bon, comme Céline, elle est québécoise, elle fait partie de la famille. Inclus, ouais. Non, c'est pas mal. Je vois bien des gnocchis au pesto pour réunir tout le monde autour de cette table. Dans Feel Good, qui est ton énorme tube depuis février. Janvier, ouais. Mais genre, c'est assez dingue en termes de stream et tout ça. C'est genre là, on est à plus de 50 millions de stream et tout. Le morceau
est très cool. Et dedans, tu dis une phrase que j'ai retenue. Et c'est très simple, c'est plus il y a de danger, plus je me sens à l'aise. Ouais. Je veux savoir si c'était un truc qu'il y a vraiment dans ton quotidien. Et si oui, où est-ce que tu mets un peu du danger dans ton quotidien? Alors, réponse, non, pas particulièrement. Je suis pas particulièrement daredevil, mais... Ça veut dire quoi, Daredevil? Daredevil, c'est Moi, je connais le personnage qui vit à Hell's Kitchen et qui... Daredevil, c'est quelqu'un qui prend toujours des risques. Je suis pas particulièrement comme ça, mais cette phrase, pourquoi elle est vraie, c'est que je trouve que, bon, la chanson Feel Good, elle parle vraiment d'un moment au début d'une relation où il s'est peut-être encore rien passé avec la personne en question, mais toutes les possibilités sont... Il y a un truc d'imaginaire. Il y a un truc d'imaginaire. Et souvent, au début des relations, effectivement, quand c'est incertain, c'est là où on s'accroche le plus et c'est là où notre imagination part le plus en vrille. Et donc, plus il y a de danger, plus je me sens à l'aise. C'est vraiment en référence à ce moment où on n'est pas sûr si ça va vraiment se passer avec la personne qu'on aime bien ou avec... Mais cette incertitude nous rend fous. Est-ce que tu trouves pas que c'est un peu étrange, voire insolite, mais marrant que ce soit ce morceau-là qui raconte ça, qui est cartonné, alors que toi, t'es dans une phase conjugale et amoureuse. Posé, mais oui, mais en vrai, non, mais c'est un vrai truc. Oui, c'est beaucoup vrai. plus posé. Ça va faire 8-9 ans que vous êtes en couple avec Alyosha. C'est plus posé. Dans ce que tu décris, c'est un truc de connexion et de communion très, 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 très forte, mais on n'est pas du tout sur ce moment-là de la relation amoureuse. C'est marrant que ce soit ce morceau-là qui ait marché. Ouais, mais on a vécu ce moment-là il y a plusieurs années ouais. avec Alyosha, puis je pense que j'écris pas seulement en pensant à mon quotidien, je pense aussi à des choses de mon passé, à des émotions très fortes. Et cette chanson-là, je la trouve justement... je la trouve fun aussi parce que c'est vrai que l'excitation des débuts, c'est indéniablement exceptionnel. Oui, et un peu grisant et fou. Est-ce que c'est un truc qui peut te manquer, ça, dans ta vie de tous les jours? Le plaisir des débuts comme ça, ça m'a déjà manqué dans des relations que j'ai eues. Parce que j'ai eu quelques relations, bon, pas aussi longues que celle-ci, mais quand même un peu longues avant Alyosha. Et vite, le genre de honeymoon me manquait. Mais c'est vrai qu'avec Alyosha, on a tellement une relation qui est complète à bien des niveaux. Puis on a aussi la chance de... Oui, ça fait presque 9 ans qu'on est ensemble, mais on a tellement vécu de distance. On a tellement été séparés l'un de l'autre qu'on a encore ce sentiment de début quand même ensemble. On a la profondeur de... Effectivement, on se connaît depuis tellement longtemps. On a grandi ensemble. Je veux dire, j'avais 21 ans quand on a commencé à sortir ensemble. J'ai 30 maintenant. Tu sais, je sens que je suis une personne différente. Lui aussi, on a grandi dans la même direction, mais en même temps, à chaque fois qu'on se retrouve, on a ce sentiment de... On s'accroche au moment. On s'est pas assez vu. Pas assez vu dans les 9 dernières années. Donc, on a toujours cette soif d'être ensemble. Et je pense que c'est une chance, même si ça a vraiment, vraiment été difficile pendant quelques années. On se voyait 2 jours, après on se voyait pas 3 mois, après on se voyait 3... C'était quasi invivable parce que ça a été trop dur, trop de distance et on a réussi à passer à travers cette phase-là, mais je pense que ça nous a donné notre récompense, c'est d'avoir ce feeling de on est toujours... C'est frais, en tout cas, c'est toujours frais quand vous... C'est hyper frais. Donc, tu es en train de dire que la solution ou la recette du couple, c'est de ne pas se voir? Non, mais je le souhaite pas au couple nécessairement de vivre de la distance, mais un peu, je pense que c'est vraiment positif, ouais. Est-ce qu'il y a de la pression dans ton quotidien, dans la vie de tous les jours? Moi, je ressens beaucoup de pression par rapport aux réseaux sociaux. Ça, je trouve ça quand même difficile parce qu'il y a eu une époque où les artistes avaient des labels qui faisaient toute la promotion pour eux, le marketing, tout ça. Là, on est dans une ère où 90% du marketing, donc des ventes d'albums, ventes de billets, de la vie d'un artiste est un peu entre ses mains et entre la façon dont cet artiste-là va faire la promotion de son album sur ses propres réseaux sociaux. C'est tout un équilibre que je trouve difficile à trouver. Et déjà parce que c'est peut-être pas ton cœur de métier, puisque techniquement t'es chanteuse et que tu composes, tu chantes et tout ça, mais que t'es pas une pro du marketing, quoi. Exactement. Et donc ça, je trouve qu'il y a beaucoup de pression là-dessus et la pression, elle est réelle. Je veux dire, les artistes qui... Après, j'ai de l'aide de mon équipe quand même, mais c'est moi qui gère mes propres réseaux sociaux. Après, c'est un choix. Hein, ça peut aussi être... ça peut être aussi pertinent de le faire comme ça, mais moi, je sens que c'est important que je le fasse moi-même pour plein de raisons. Et
à ce niveau-là, je ressens beaucoup de pression. Ouais. Donc, ça, je trouve ça tough. Ouais, C'est indispensable aujourd'hui dans l'industrie d'être très fort là-dessus. C'est indispensable, en tout cas, d'être présent là-dessus. Ok. Mais si tu pouvais te passer idéalement des réseaux sociaux, est-ce que tu le ferais? Oui, oui. Ce que j'essaierais peut-être de garder un truc où je peux avoir quand même un lien avec mes fans, donc peut-être un MySpace ou un MySpace, un Skyblog pour exact, ceux qui... MSN. Ouais, voilà. Mais non, mais peut-être une plateforme où justement je peux partager un peu de musique comme ça, avoir des réactions, parce que ça, je trouve ça chouette. Est-ce qu'il y a une phrase ou un mantra que tu peux te répéter tous les jours? Et si oui, s'il y en a un, à quoi ça t'aide? Ouais, je pense que ce que je me répète beaucoup et c'est vraiment trust the process. Il faut faire confiance au processus et pour moi, c'est vraiment des montagnes russes d'émotions, ma vie en fait. Je suis vraiment quelqu'un je vis mes émotions de façon tellement intense et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai besoin de la musique parce que ça me permet de me réguler un petit peu et juste de faire confiance à la vie, au processus, au fait que mon projet a vraiment grandi de façon organique. Ça fait 10 ans que je fais de la tournée, que je sors des albums, que je reach out à des artistes pour faire des collaborations, qu'il y a vraiment plein de petites choses. Puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, il y a vraiment comme tous... Et au final, je suis vraiment... Je me considère tellement chanceuse d'être heureuse dans la vie. Okay. Et je suis heureuse et je fais ce que j'aime. Et donc, juste de faire confiance au processus. Mais tu es en couple avec un autre artiste et qui, en plus, fait, a priori, le même métier, la même discipline. Il n'est pas genre plasticien, designer, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, vous êtes sur le même créneau. Qu'est-ce que c'est concrètement de vivre tous les jours avec un autre artiste qui fait le même métier? Alors, le point que je trouve extrêmement positif, c'est qu'on comprend notre mode de vie. C'est vraiment un mode de vie qui est difficile à comprendre, qui est pas standard. On n'a pas des horaires réguliers, on n'est jamais à la maison. On est donc, si j'étais avec quelqu'un qui fait un métier de 9 à 5 ou qui a vraiment juste un mode de vie plus standard, ce serait vraiment difficile parce que c'est des sacrifices, je pense qu'on peut pas comprendre si on les vit pas nous-mêmes. Par contre, ça fait en sorte que c'est vrai que c'est plus difficile de passer du temps ensemble à la maison. Ah, parce que de fait, effectivement, vous êtes... Les deux, on est en tournée, on fait plein de trucs, donc ça, pour ça, c'est le défi qu'on a, mais sinon, c'est que des points positifs. Pour la séquence suivante, je vais te demander un truc très simple. C'est si des objets de ton quotidien pouvaient te parler, à toi, qu'est-ce qu'ils te diraient? Il faut imaginer ce que des objets de ton quotidien pourraient te dire. Ok? Je vais moi te proposer des objets, tu me dis juste ce qu'ils te disent et tu me fais le verbatim de ce qu'ils te diraient. Ok? Que te dirait ton micro? Récemment, je cogne mes dents sur mon micro, mais à chaque concert. Tu vas te péter les mailles. Vraiment, il me dirait fais attention parce que genre je suis à ça. Au moins une fois par concert, les 5 derniers concerts que j'ai faits. Un jour, tu vas vraiment te péter un truc et bon, après il y a des systèmes de résine hyper bien et tout, mais... Je finis le concert comme ça. Je pense que mon micro, il me dirait ça, il dirait fais gaffe parce que je me cogne. Mais il y a une gestion de l'espace que tu n'arrives pas à faire ou il y a... Ouais, c'est qu'en fait, je chante très très proche du micro. Ma bouche est souvent collée sur le micro. Ouais. Et même d'un point de vue hygiénique, c'est pas top. Après, tu finis avec de l'herpès et tout, c'est vraiment pas top. Moi, c'est mon micro. Il y a personne. C'est vrai, après, il ne bouge plus, il n'y a pas d'autre... Non, il est lavé. Il a une boîte, il voyage en train. Il est en première classe ou pas quand il est à côté de toi et tout? Ok. Que te dirait ton téléphone? Que je l'utilise trop. Ouais. Il faut que je me... J'ai l'impression qu'il dit ça à tout le monde. Ouais, vrai, mais vraiment, j'en peux plus. On est en train de mourir de l'addiction aux écrans. Hein. Ah non, mais vraiment. D'ailleurs, j'espère que vous regardez cet épisode sur smartphone, bien sûr. Que te dirait ta guitare? Elle me dirait de me couper les ongles parce qu'ils sont un peu trop longs pour que je joue. Fais voir un peu. On peut se faire mal ou pas quand on joue de la guitare avec des ongles un peu? On peut se casser un ongle, mais c'est vrai que c'est juste que c'est vraiment pas pratique. Que te dirait ta carte bancaire? Elle me dirait que je l'utilise plus depuis que j'ai la carte sur le téléphone. J'utilise ma vraie carte bancaire. Je sais pas ça fait combien de mois que je l'ai même vue. Si ça. Il y a de la rouille. Il y a de la rouille ou pas dessus? Je l'ai perdue en 2023. Normalement, si tu as bien bossé, tu m'as ramené un objet de ton quotidien. Alors je te l'ai pas ramené, mais j'ai une photo. Alors c'est ma doudou. Mais ici, vous dites un doudou. OK, tu vois, c'est comme un petit oreiller. Oui, c'est un oreiller, il y a des fleurs. Mais ça je peux pas l'apporter sur un plateau télé, en fait. Elle est à Paris, mais il faut qu'elle reste sur le lit quand même. Est-ce que c'était juste chiant de l'emmener ou tu ne voulais pas le sortir de chez toi? Je voulais pas l'amener genre
sur un plateau, quoi. Par quoi? Pour les bactéries, pour Ouais. la On dirait lumière? qu'elle passe de ma valise à un lit, et c'est tout. Ok, d'accord. La literie, ça reste Je dans la trouvais que literie. Après, j'ai 30 ans. C'est la même doudou que quand quand je suis née. Mais ma mère me coud des petites housses à chaque 2-3 ans pour que mais je trouvais que d'amener ma doudou ici je trouvais ça Ouais, c'est dur pour elle. Elle est jeune encore, tu vois. Elle serait choquée. Sensible, Oui, bien sûr. Bah, elle est très introvertie. On sent au pli de la couette qu'il y a une sensibilité. Tu vois, il y a un petit... C'est un bel objet transitionnel, comme disait Winnicott. Est-ce que c'est un objet transitionnel? Non, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, quand un enfant arrête de téter le sein de sa mère, il a besoin d'un objet, un doudou, pour mastiquer et reproduire le ressenti du sein de la mère. Ben, écoute, et ça s'appelle un objet transitionnel. Je suis encore en transition. Ouais, ok. Non mais il est pas mal, il est élégant, il y a un petit côté champêtre, hein, tout ça, j'aime bien. On avance dans la journée, on approche de la soirée. Il y a un truc très simple, hors concert. C'est quoi ton rituel de fin de journée que tu fais quand tu as besoin de décrocher, t'aérer l'esprit? J'aime beaucoup faire des petites siestes, un petit power nap. Ouais. Je crois que ce serait ça. J'avais une question. Qu'est-ce qui te manque le plus de Montréal depuis que tu es à Paris? Le soir, que tu... Ma famille. Ok, on revient sur la famille, les proches, tout ça. Mais c'est sûr, c'est... Et comment on fait ça? Donc on a les messages du matin, mais après on fait quoi? On fait de la visio? On se FaceTime tout le temps, on s'appelle plusieurs fois par semaine, on se texte à tous les jours. Je suis toujours en communication avec ma famille. Est-ce que tu avais... Linda Lemay, elle est québécoise. Ouais. Apparemment, on m'a raconté qu'elle faisait un truc, mais qui me paraît dingue en termes d'hygiène de vie et tout ça. C'est qu'elle, elle vit encore au Québec, mais elle tourne en France et tout. Ouais. Et quand elle vient en France, elle se bat pour garder son rythme physiologique et social du Québec. C'est-à-dire qu'elle se réveille à 17h, machin et tout. Elle fait le concert. Et ensuite, elle fait toute sa vie la nuit pour pouvoir discuter avec les gens au Québec et tout ça. Et elle s'endort le matin, tu vois. Ben après, je veux dire, ça pourrait fonctionner si je faisais juste une petite tournée ici, par-ci, par-là, mais puisque je vis ici, maintenant, ce serait très difficile. Mais tu n'as jamais essayé de faire ça au début quand tu as commencé à faire des sauts ici en France? Non, parce que mon corps s'habitue vraiment bien au décalage. Au décalage. Vraiment, j'ai de la chance que j'aille à Montréal ou à Paris ou n'importe où, je m'adapte très rapidement au décalage horaire. Ok. Mais tu as un truc de... Je me suis posé la question parce que avant, tu venais du mannequinat, si je dis pas de bêtises. Et il y a la notion quand même d'hygiène de vie, d'avoir une routine, un truc comme ça, de soin de soi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as encore aujourd'hui ou pas? Complètement. Après, ça a toujours... Je suis vraiment de nature j'aime me coucher tôt, me lever tôt, bien manger. J'aime vraiment avoir... c'est naturel pour moi d'avoir ce type de rythme de vie. Et donc, oui, je garde ça. Et surtout, quand je suis en tournée, dès que je finis le concert... Tu dors déjà dans un lit un quart d'heure après? Ah non, mais vraiment, je suis genre au lit, douchée en pyjama avec mon livre, je m'endors. C'est vraiment... je fais pas la fête. Et tu arrives à t'endormir après un concert? Parce que l'adrénaline plus la dopamine qui monte très très fort dans le cerveau, généralement, ça empêche un peu de dormir? La première demi-heure après le concert, non, mais après, j'ai pas de... Mais t'as des secrets? T'as des drogues qui peuvent aider à dormir? Non, mais je prends jamais de somnifères ou de trucs comme ça. Je suis épuisée après un concert quand même. Je me donne. C'est des longues journées entre le soundcheck. Il y a beaucoup d'attentes. On est dans des... J'ai juste hâte d'être dans mon lit. Ouais, donc t'es juste je suis juste épuisée. Contente, ouais. Je vais te demander des choses très simples. C'est de me dire quel est le meilleur moment dans la journée pour faire certaines choses. Tu vas voir, c'est très simple. Quel serait le meilleur moment pour écrire dans une journée? Donc moi, ce serait genre entre midi et 19h. Midi. Tu arrives à écrire en vrai plusieurs heures d'affilée comme ça? Ouais. Concentration pas dégueu, hein, franchement. Le meilleur moment pour appeler sa famille? Quand je suis à Paris, c'est le soir pour moi. Donc peut-être vers 20h. Pour eux, il est 14h. Je note tout ça. Le meilleur moment pour danser toute seule? Danser toute seule? Oui, danser toute seule. Ce serait genre le matin en me préparant tôt, genre 7h30, 8h. C'est très tôt. C'est beaucoup trop tôt pour danser toute seule. Le meilleur moment pour recevoir un appel de Jim Carrey? Toutes les heures du jour sont les bonnes pour ça. Je pense, quand j'ai reçu son appel, il était genre 13h. Ouais, non, c'est fou.
Je peux pas croire que c'est arrivé. Non. La journée de la sortie de la chanson de Jim Carrey, il m'a passé un coup de fil. Puis il a tellement été généreux, on s'est parlé genre 20 minutes au téléphone. Tu sais, 20 minutes au téléphone, c'est quand même long. C'est rare 20 minutes au téléphone. Ouais, ça passe pas vite, ça passe. Ben là, ça a passé super vite oui. parce que j'étais... Mais n'empêche que quand j'ai raccroché, que j'ai vu que c'était genre 18 minutes et demie, je me suis dit quand même, il a vraiment été généreux. Après, est-ce que ça veut dire que tu as son numéro dans ton portable? Il m'a appelé d'un numéro privé quand même. Alors non. Merde, putain, je voulais le récupérer. Exactement. Après, est-ce que tu as pensé à faire d'autres chansons qui portent le nom d'autres personnalités que tu pourrais rencontrer? Pour que ça arrive genre Frank Ocean. Frank Ocean, tu pourrais faire une chanson qui s'appelle Frank Ocean. Mais là, ça me donne l'idée, ouais. Le meilleur moment pour se balader à Nashville? Ce serait genre C'est vraiment chouette le soir à Nashville parce qu'il y a de la musique live dans tous les bars, donc peut-être 22h, 23h. T'as passé une semaine là-bas? J'ai passé plusieurs fois une semaine là-bas. Ok. Ouais. Et avec un goal un peu créatif à chaque fois ou pas? Ouais, j'y étais pour écrire, pour rencontrer des songwriters, des musiciens. Mais t'es pas parti à l'arrache en disant on va voir ce qui va se passer, c'est que tu l'as un peu préparé? Je l'ai un peu préparé, je savais avec qui j'allais écrire, mais pour le coup, j'ai rencontré plein de gens un peu de façon spontanée aussi, parce que c'est vraiment une communauté musicale tellement riche, tout le monde se présente les uns aux autres. Il y a vraiment cette idée de communauté musicale à Nashville, ce que j'adore. Les gens il y a pas de... En tout cas, moi, j'ai pas ressenti de compétition. Les producteurs veulent te présenter à des gens avec qui tu pourrais chanter, avec qui tu pourrais collaborer. C'est une communauté qui fonctionne ensemble. Ouais. C'est un processus ou un format de création que tu voudrais reproduire ou pas à l'avenir sur d'autres destinations? Ben, je l'ai déjà fait à plusieurs endroits. J'ai fait ça à Londres, j'ai fait ça à Los Angeles aussi. Il y a plein d'endroits où tu peux faire ça, mais où les vibes sont différentes. Ouais. Et c'est vrai qu'à Nashville, on retrouve un truc que je trouve très... juste très beau dans la façon de partager la musique. Je trouve qu'on fait de la musique. Ils sont plus passionnés de musique qu'ailleurs? Oui, il y a une vraie passion, il y a un vrai amour pour la musique, un partage. Tu vas dans des bars et les gens jouent... Je veux dire, tu peux arriver dans un bar et qu'un artiste iconique de la country juste débarque pour te faire une chanson spontanément pour le plaisir de jouer. Il y a vraiment genre un truc... On le fait pour le plaisir, pour un le peu. plaisir du partage. C'est même pas un truc de professionnel, on veut développer une carrière ou un truc comme ça, c'est le plaisir pur, quoi. Ouais, le plaisir pur. Le meilleur moment dans une journée pour faire face à ses doutes, c'est quand? C'est pas pendant la nuit, en tout cas. Ça non, ça c'est sûr. Je pense le matin, quand on se réveille puis qu'on se rend compte en fait que tout ce à quoi on pensait pendant notre insomnie est juste vraiment inutile et pas du tout stressant au final. Et enfin, question existentielle, le meilleur moment pour mourir? Ben en pleine nuit. Ah bon? Pour mourir dans son sommeil comme moi, ça. Je sais pas, moi je propose un coucher de soleil, tu vois, le soleil disparaît non, derrière la que mer. Dans son sommeil, tu t'en rends même pas compte. Il n'y a pas une plus belle façon de mourir. Non, tu trouves pas qu'on dit il est mort dans son sommeil à 102 ans? Avec la doudou à côté ou pas? Ben oui, bien sûr. Avec la doudou comme ça. J'ai une dernière question. Si tu devais choisir une journée de ta vie pour qu'elle se répète éternellement, là on est chez Nietzsche, tout ça, ce serait laquelle? L'été dernier, j'ai loué une maison dans les Pouilles, en Italie. L'Italie, la botte, le talon, tout ça. C'était tellement beau. Bien. Et ma famille est venue, et la famille d'Alyosha est venue aussi. C'est vraiment juste une journée de vacances en famille. On a bien mangé, on s'est fait un barbecue. C'était juste une journée paradisiaque. Je pense que ce serait une journée un peu comme ça, de famille, tout le monde ensemble, festin. J'entends, j'aime beaucoup l'idée. Merci beaucoup d'être venu, c'était cool. J'aimerais juste rappeler quand même quelque chose, et c'est pas rien. Il va y avoir un accord Arena. Quand ça? Le 30 avril 2026. C'est quasi blindé. Donc je pense que d'ici la fin de cet épisode, là, je pense que ça va être plein. Tu seras aussi à Rennes le 23 avril, Bordeaux le 24, l'Arena de Genève, c'est grand l'Arena de Genève le 26 avril, et Bruxelles, le Forest National, c'est très grand aussi, le 28 avril. Et puis après, il y a Feel Good, on est certifié diamant. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres pierres plus précieuses encore ou pas dans les certifications? Il y a double diamant. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. C'est quoi? C'est 2 fois 50 millions? Je crois que c'est 100 millions. Mais là, on n'est pas rendu là. Non, mais là, on est certifié diamant et c'est top quand même. Ouais. Donc bravo, c'est top. Merci. Trop bien. Et merci beaucoup d'être venu. Merci, c'est trop chouette. Encore un épisode exceptionnel. Je sais.
Pas grâce à moi, c'est grâce à l'invité, bien sûr. Si vous l'avez aimé cet épisode, ce qui est le cas, on le sait, on va se le dire, pensez à laisser un pouce, un commentaire positif en dessous, sur moi, sur l'invité, évidemment. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Hein. Ce qu'on vise, c'est les 3 milliards quand même. Derrière, il y a MrBeast. Hein.